Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui n'a été ni programmée ni préparée. Je faisais une longue insomnie et donc je me suis dit autant commencer la journée, commencer par filmer une vidéo. Voilà. De toute façon, je voulais filmer une vidéo sur les 1 an sur YouTube. Ça fait 1 an que je suis sur YouTube. Et pour les gens qui me suivent, sur Instagram, je vous avais demandé de me suggérer des idées de vidéos et très souvent parmi les suggestions. D'ailleurs, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont suggéré des idées. Et parmi toutes les suggestions, il y avait deux types de vidéos qui revenaient le plus souvent. Le premier type étant un bilan général sur ma chaîne YouTube, sur ces 1 an, cette expérience, etc. Et le deuxième type de vidéo concernait surtout moi, comment je pense autant qu'être humain de sexe féminin et mes avancées sur ces questions-là d'égalité. Parce que vous vous êtes rendu compte qu'à travers les livres que je lis et notamment les vidéos que je fais sur YouTube, eh bien, je parle très souvent de ces sujets-là parce que c'est des sujets qui m'habitent et qui me déterminent aussi. Ce n'est pas c'est ça en fait, ce n'est pas juste une passion d'en parler, non. C'est parler de quelque chose qu'on vit tous les jours, c'est parler de quelque chose qui nous conditionne en quelque sorte. Donc voilà, ça prend tout son sens de parler de choses qu'on vit. Et donc en fait, j'ai décidé de combiner, dans cette vidéo-là, j'ai décidé de combiner ces deux suggestions. C'est-à-dire que je ferai un bilan sur ma chaîne YouTube, mais tout en parlant de mon évolution sur ces questions-là. Voilà. Donc normalement, on est censé être très bien réveillé pour faire une combinaison comme ça, mais ce n'est pas grave. Vous voyez toute la logique. Quand il s'agit de faire des sujets très importants, on n'est pas réveillé. C'est pas grave. Allez, on y va. Alors, je tiens tout d'abord à remercier toutes les personnes, mais sincèrement, mais c'est un vrai remerciement, hein. Ce n'est pas quelque chose sur la caméra ou quoi que ce soit. Je tiens à remercier toutes les personnes qui me suivent sur YouTube et toutes les personnes notamment qui m'envoient des messages soit sur YouTube, soit sur Instagram. Merci énormément. Je sais que sur Instagram et sur YouTube, il y a un nombre de personnes qui s'affichent. Vous avez tel nombre de personnes qui vous suivent. Mais au-delà du nombre, au-delà des statistiques, ce sont tout de même des gens qui prennent de leur temps pour regarder vos vidéos, parfois pas jusqu'à la fin, et je vous le concède, hein, mes vidéos sont très longues, parfois elles font 26 minutes, 25 minutes. Je me répète très souvent dans les vidéos, j'ai des tics de langage, comme tout le monde. Mais ce n'est pas anodin que quelqu'un prenne de son temps pour écouter ce que je dis, pour commenter ce que je fais. Euh, Parfois même, euh, en étant en désaccord avec moi, commenter et donner son propre point de vue tout en argumentant. Je trouve ça génial. Vous savez, on peut accuser les réseaux sociaux, notamment YouTube, de tous les torts, et c'est vrai, hein, on le sait depuis le 21e siècle, de toute façon depuis la création de ces réseaux sociaux, euh, qu'ils sont à double tranchant, qu'il y a parfois une part de vérité, parfois une fausse vie. Ça, on le sait tout le temps. Il y a un problème en ce qui concerne l'anonymat. Mais je pense réellement que quand quelqu'un prend de son temps pour regarder une vidéo et pour commenter, et même mettre un commentaire qui est long, qui est réfléchi, merci pour ça. Parce que ce n'est pas anodin, ce n'est pas banal, ce n'est pas quelque chose qui est dans l'air du temps ou quoi que ce soit. Et, euh, et moi, l'exercice de YouTube, l'exercice de me mettre face caméra et de parler de livres qui m'intéressent, de parler de livres que j'ai lus et qu'à travers ces livres, je fasse passer un message ou en tout cas que je fasse passer ma propre pensée, c'est un exercice qui n'est pas facile. C'est en fait à un moment donné où je sentais l'urgence personnelle de parler de choses qui m'habitent et de voir aussi ça résonner quelque part, ça résonner ailleurs, s'il y a des gens qui mènent les mêmes réflexions. J'avais besoin de ça. Et la manière la plus concrète de faire cela, c'était de parler face caméra sur YouTube. Voilà. Donc, merci à tous ces gens-là. J'ai pu rencontrer des gens dans la vraie vie euh, et ça me touche énormément parce que je fais partie de ces gens qui pensent que vous savez, vous avez beau
rester seul, penser seul, réfléchir seul, passer des heures à réfléchir sur un sujet, s'il n'y a pas d'interaction avec l'autre, s'il n'y a pas d'interaction de ta pensée à un moment donné avec la pensée de l'autre, il n'y a rien qui ne peut s'accomplir. Et je crois fondamentalement dans l'échange. Et j'ai pu rencontrer des personnes, mais juste magnifiques, avec qui j'ai échangé pendant des heures, dans la vraie vie notamment. Donc merci pour ça. Ne serait-ce que pour ça, je ne regretterai aucunement. C'est un an à faire des vidéos. De toute façon, j'étais pas très active sur YouTube. Sur un an, j'ai fait 10 vidéos ou quelque chose comme ça. Bon, c'est déjà pas mal. Donc merci énormément. Et ces gens se reconnaîtront. J'en ai aucun doute. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors l'autre sujet, c'est de parler de l'évolution de mes idées. Alors, je suis marocaine, j'ai 22 ans, et sincèrement, j'ai eu la chance de naître dans une famille où on m'a jamais fait sentir qu'il y avait une différence entre mon frère et moi, sauf sur des différences, bon, à un moment donné, oui, quand on commençait à grandir, il y avait des différences par rapport au fait que lui, il avait le droit de sortir un peu plus que moi et tout ça. Mais je pense que c'était quand j'étais au lycée, mais juste après, non. Je suis venue en France à 17 ans. Et à aucun moment il y avait une différence où on m'avait fait sentir que de toute façon je pouvais pas m'émanciper professionnellement, intellectuellement, quoi que ce soit. Et ne serait-ce que pour ça, je suis très reconnaissante. Je ne suis pas, c'est pas reconnaissante à mes parents, mais je les remercie énormément euh, de m'avoir laissé libre de penser. Et je pense que ça, c'est très important en fait. Vous savez, très souvent, on n'a pas des libertés qui sont fondamentales. Et parmi ces libertés, il y a la liberté de penser, la liberté de construire son propre régime de vérité, sa propre conception des choses. Et je trouve ça fascinant de pouvoir soi-même composer sa propre pensée. Quand j'étais petite, on m'avait fait comprendre, pas ma famille restreinte, c'est-à-dire ma petite famille, mais à l'école, avec des gens, on m'avait fait comprendre que je ne correspondais pas à un certain idéal de ce que doit être une petite fille. C'est-à-dire que je répondais, c'est-à-dire que j'argumentais. C'est pas avoir du grand caractère. J'étais une personne normale à qui on avait appris des mots et donc qui composait avec ces mots pour pouvoir répondre, qui composait avec ces mots pour pouvoir défendre ses droits. Et donc, on m'avait fait comprendre que je n'avais pas une certaine finesse, que je ne correspondais pas, même physiquement, aux standards de ce que devait être une fille belle, etc. Et en fait, tout ça m'a poussée à me questionner depuis toute petite sur ce que j'étais. Et, euh, et en fait, je pense que c'est vraiment de là d'où est né mon amour pour les livres. En fait, lire, c'était une manière de se réfugier à travers les mots, parce que de toute façon, l'auteur ou l'autrice ne pourra me juger sur mon physique, ne pourra me juger sur comment je répondais, parce que de toute façon, elle ne m'écoutait pas, elle avait sa pensée qu'elle déployait, l'autrice ou l'auteur avait leur pensée qu'ils déployaient tout au long de leur livre, et que de toute façon, comme j'étais entre moi et le livre, il n'y avait pas d'ego qui intervenait. Vous savez, très souvent, quand on est dans un débat, quand on est en train de parler avec des gens, il y a très souvent l'ego qui intervient. Vous n'avez pas envie que l'autre vous convainc. Vous avez vraiment peur que l'autre ait raison et pas vous, parce qu'il y a votre ego qui prendra cher. Il y a toujours cette conception-là où il y a une dualité dans le débat. De toute façon, il faut débattre, il y a un duel, il y a toujours quelqu'un qui gagne. On voit jamais le caractère de synthèse qu'il peut y avoir dans un débat, où à un moment donné, on fusionne les deux pensées et ça donne naissance à quelque chose, ça donne naissance à un milieu, à une partie grise. Ça, très souvent, on a du mal à le concevoir. Et en fait, j'ai remarqué que l'ego disparaissait aussitôt que on était face à un livre, aussitôt qu'on était enfermé dans une chambre avec un livre comme ça. On n'avait que la pensée de l'auteur.
il était là en train de nous convaincre. Il y a notre système de pensée qui essaie de résister parfois qui ne résiste pas d'ailleurs, quand la réflexion est très bien menée. Euh, et, euh, et donc en fait, comme il n'y a pas d'autres personnes auprès de qui vous avez besoin de prouver que vous avez raison, et ben vous vous laissez faire, vous vous laissez aller, vous vous laissez tenter par d'autres terrains, vous vous laissez tenter par d'autres idées. Et c'est ça en fait, c'est ça la magie des livres, c'est ça ce qui m'a poussé par la suite après à faire une chaîne YouTube où je parle de livres. Euh, c'est cette magie-là, c'est que les livres pour moi ont toujours été une palette de composition. C'est-à-dire qu'on est face à des mots, on est face à des lignes, on est face à des pensées, et libre à nous de composer notre propre palette, notre propre conception des choses avec ces peintures-là qui nous sont données. Et, et je pense que sincèrement, lire des gens, lire des personnes, lire des hommes, des femmes, parler de choses qu'ils ont vécues ou même parler de choses qu'ils ont étudiées, lorsqu'il s'agit par exemple d'un essai ou quoi que ce soit, c'est s'ouvrir à d'autres pensées. Et c'est quelque chose qu'on fait très rarement dans la vraie vie. S'ouvrir à quelqu'un, se laisser conquérir par quelqu'un dans le sens où on part à la rencontre d'une autre pensée. On a tellement du mal à concevoir ça. Et je trouve ça très triste. Et, euh, et c'est ça en fait ce que j'ai essayé de briser sur YouTube, dans le sens où je me mettais certainement face caméra, que je parlais à travers le support d'un livre sur ce que moi je pensais, par exemple, de sujets comme l'égalité homme-femme, comme l'égalité dans l'héritage en ce qui concerne l'islam. Et ben, se mettre face caméra, ce n'est pas quelque chose de facile, parce que c'est partager sa pensée, c'est en quelque sorte partager sa pensée à nu, dans le sens où il y a aussi le visage, il y a tout qui va avec. Et, euh, et en fait, les gens qui écoutent, les gens qui reçoivent ce discours-là, ce n'est pas un discours, ce n'est pas un discours absolu, ce n'est pas une vérité absolue, c'est ma propre vérité. Et c'est ça ce que je voulais dire aujourd'hui, dans le sens où quand je dis quelque chose, c'est que je la pense profondément et qu'en aucun cas, mais aucunement, je pense que c'est la seule réalité qu'il peut y avoir, que c'est la seule conception des choses qu'il peut y avoir. Euh, c'est ma propre vérité et en aucun cas, je dis que c'est la seule. Je ne dis jamais que c'est comme ça qu'il faut réfléchir, c'est comme ça de toute façon qu'il faut faire les choses. Non, au contraire, si je suis sur YouTube, c'est notamment pour pouvoir confronter ma pensée à d'autres pensées. Parce que de toute façon, la pensée ne peut pas se contenir tout simplement dans la théorie. À un moment donné, il faut qu'elle trouve sa réalisation. Et pour qu'elle puisse trouver sa réalisation, il faut qu'elle aille à la rencontre d'autres pensées. Vous savez, parfois on passe des heures à réfléchir à propos d'un sujet, mais à aucun moment il faut avoir la certitude que ce qu'on pense est vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux dire. Et moi, personnellement, d'un point de vue personnel, j'ai peur. J'ai peur des gens qui sont certains. Ça me fait peur. Ça fait vraiment peur. Et j'espère réellement qu'à aucun moment, je serai certaine de tout. Parce que ça voudrait dire que je suis rentrée dans une zone de confort où, de toute façon, tout ce que je touche est quelque chose que je connais. Et sincèrement, ça serait vraiment une grande déception d'un point de vue personnel. Euh, je voulais dire quelque chose d'autre. Du coup, le deuxième volet de cette vidéo qui va consister à parler de mon évolution sur des questions, notamment en ce qui concerne euh, moi, ma position en tant que personne de sexe féminin dans une société tout de même où il y a vraiment des questions à poser. Il y a toujours des questions à poser. Euh, vous savez, hier, on était le 8 mars. Donc la journée internationale de la lutte pour les droits des femmes, la lutte pour les droits des femmes. Ce n'est pas la journée des femmes ou quoi que ce soit, c'est la lutte pour les droits des femmes. C'est très différent. Quand on fait entrer le mot lutte, ça change tout. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas acquises encore. Ça veut dire il y a toujours des combats à mener. Et surtout la lutte, lutter pour quelque chose, c'est en fait, c'est entreprendre une action. C'est être dans l'action plutôt que dans la réaction. Petite subtilité. Il faut agir. Et en fait, ça fait un an où je me rends compte qu'il ne suffit pas de parler, il ne suffit pas d'avoir de beaux discours, de belles théories. Parce que comme je le disais tout à l'heure, la théorie ne peut pas se contenir
à l'idée. À un moment donné, il faut qu'elle trouve sa réalisation. Il faut qu'elle puisse se traduire en une action réelle. Et moi, je me pose la question de comment est-ce que moi, mon combat pour l'égalité des genres, mon combat pour en finir avec le racisme, mon combat pour en finir avec un certain nombre de choses qui m'énervent, certain nombre de choses qui ont des conséquences directes sur la vie des gens. Parce que ces concepts-là, quand on parle de féminisme, quand on parle de mouvements antiracistes, quoi que ce soit, décolonial, etc., ce n'est pas des sujets qui sont théoriques, ce ne sont pas des sujets qui font beau dans des discours ou quoi que ce soit. Non, ce sont des réalités qui impactent la vie des gens. Ce sont des réalités qui impactent la manière avec laquelle chaque personne se conçoit, comment chaque personne se vit. Aujourd'hui, j'ai pas pu dormir, je me suis levée, je me suis réveillée, et en fait, toutes ces idées-là me conditionnent moi, femme, moi jeune femme, je ne sais pas quoi, mais ça me conditionne. Ça conditionne encore plus quelqu'un qui est d'un autre niveau social, quelqu'un qui est d'un autre niveau, qui est d'une autre culture, qui est d'une autre religion, quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, toutes ces idées, aussi nobles soient-elles, aussi belles, elles doivent se réaliser. Et la réalisation se traduit par l'action. Je vais raconter une petite anecdote qui m'est arrivée hier, le 8 mars. En plein questionnement sur l'action-réaction, en allant à mon cours de sport, il y a un homme qui s'arrête avec une voiture comme ça, en me regardant. J'étais en habit de sport, j'allais vers un but précis. Il y a quelqu'un qui s'arrête, et il s'arrête avec sa voiture. Et en fait, je ne sais pas à quoi il s'attendait. Et là, dans ma tête, pendant quelques secondes, je me suis posé mais vraiment cette question-là. Soit j'agis en ce moment-là, soit je rentre chez moi le soir et j'appelle des amis, je partage ça, je parle de cette expérience. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait deux niveaux. Le premier niveau, c'est le terrain réel, là où se passe l'action. Et le deuxième niveau, ça ne sera qu'une réaction. C'est-à-dire que quand je rentrerai chez moi, quand je n'aurai rien fait, eh ben, je ne serai contraint de réagir à quelque chose, au lieu d'entreprendre une vraie action. Et là, je décide de me retourner vers lui, je lui dis, mais vous avez le droit d'être dans votre voiture calmement, que personne ne vous interrompe, que personne ne vous fasse arrêter pour vous poser une question qui va vous polluer toute votre journée. Et vous sentez le droit d'interrompre ma marche, le droit de venir me parler, le droit de s'arrêter avec votre voiture. Vous voyez, et j'ai dit ça. Et il m'a regardé, il n'avait aucune réponse, il est parti. Mais en tout cas, j'ai fait une action. Voilà, c'est pas une action folle. Mais en tout cas, j'ai fait quelque chose. À un moment donné, c'est posé pour moi la question de soit agir, soit réagir. Et je pense qu'on se pose tous et toutes cette question-là à un moment donné. Que faire? Et je sais que très souvent, on n'a pas le choix. Et très souvent, céder, ne pas agir, c'est pas un confort. Mais c'est une manière de s'éviter les problèmes. Et en tout cas, on m'a appris, même notamment au Maroc, que lorsque quelqu'un m'interrompt dans la rue, je ne réponds pas parce que du coup, je risquerais ma vie. Et j'ai décidé très tôt, surtout lorsque j'ai passé mon stage au Maroc, qu'il fallait que je réponde. Parce que sinon, jamais, les droits, ça ne se donne pas. Vous les prenez. C'est en fait, en tout cas, c'est comment je pense maintenant. Je pense réellement que, au lieu de réagir, il faut que j'agisse. Quand quelqu'un me fait une remarque sur mes cheveux, sur mon physique, sur mon genre ou quoi que ce soit, sur ma manière de parler ou quoi que ce soit, quelque chose qui a en tout cas un lien, pas avec ma personnalité, mais en tout cas avec des choses dont je n'ai pas décidé, c'est-à-dire mes cheveux, je n'ai pas choisi, je n'avais pas un catalogue, moi dans le ventre de ma mère, je n'avais pas un catalogue pour choisir tel ou tel cheveu, vous voyez. Je n'avais aucun choix, ce sont des choses
Ce sont des choses qui ne relèvent pas du choix. Vous voyez ce que je veux dire? Et même quand on est différent et que c'est un choix, eh ben on a le droit de le défendre. Vous voyez? Donc sur les deux plans, que ce soit un choix ou pas un choix, eh ben on a le droit de se défendre. On a le droit de d'imposer son choix en quelque sorte. Du moment où ce choix, à aucun moment euh, ne met en insécurité ou en tout cas ne présente un danger à l'autre, vous voyez, ou ne piétine sur la liberté de l'autre. En quoi est-ce que mes cheveux, en quoi est-ce que le fait que je sois une femme qui parle fort, qui ait des arguments, piétine sur vous? Donc voilà. Donc le militantisme ou quoi qu'on l'appelle, ça commence par nous-mêmes en fait. Vraiment, l'action commence par nous-mêmes, commence par comment est-ce qu'on change nous-mêmes, comment est-ce qu'on se déconstruit. Vous voyez, parfois vous avez beau avoir tous les beaux discours du monde et parfois il y a des choses qui sortent de votre bouche, une sorte d'inconscient. Et ben c'est ça ce qu'il faut travailler. Voilà. Donc merci à toutes les personnes qui me suivent sur YouTube. Merci à toutes les personnes qui prennent de leur temps pour regarder ces vidéos qui sont très très longues et qui sont déconstruites et qui n'ont parfois pas de logique. Merci réellement, merci réellement. Voilà, donc merci, à la toute prochaine. J'ai déjà un... Oui, pour une fois que je connais déjà les livres dont je vais parler prochainement sur ma chaîne YouTube. Donc je vais parler d'Antigone, la pièce de théâtre de Jean Anouilh, parce qu'il y a mon cousin qui passe son bac français qui m'a demandé. J'ai des commandes entre familles et tout. Et je vais parler notamment de La loi de la jungle de Pablo Servigne et peut-être Au-delà de toute pudeur de Soumiane Aman-Gissous. Voilà. Donc merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin ou même avant. Bon, merci et au revoir.